Fait que le secret, c'est s'adapter au changement. Fait que moi aussi, j'aurais pu arrêter la conférence immédiatement parce que je donne la réponse dans le titre, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Fait que qui suis-je? En fait, j'ai étudié à l'ITA de la Pocatière en production animale. J'ai terminé en 2002. Suite à ça, j'ai travaillé à la financière agricole avec Stéphane, si je me souviens bien. Puis Anne-Marie Beaumont est encore là? Elle est partie. J'ai travaillé à Lévis puis à Saint-Romuald. Puis j'ai eu comme territoire, en fait, Saint-Henri, Saint-Anselme. Dans les années 2003, j'étais conseillère aux assurances, donc il y a quelques visages que je peux reconnaître. Puis j'ai sillonné le secteur, j'ai pas mal vu de champs dans le coin. J'ai travaillé aussi chez Valacta. Dans le fond, moi, je voulais prendre la ferme chez nous. Puis l'étable, c'était un archidome en acier. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Habituellement, c'est un garage. C'est pas l'idéal pour garder des vaches. Donc, mon grand-père avait logé ça en 1970. Donc, dans les années 2005 et suivantes, l'eau rentrait à l'intérieur, ça commençait à vouloir s'effondrer. Donc, soit qu'on continuait ou soit qu'on arrêtait la production laitière. Fait que, au travers de mes implications, j'étais impliquée dans la relève agricole, entre autres, mais j'ai découvert aussi plein de gens. Je suis très présente sur les médias sociaux. Puis, moi, je suis une entrepreneur, j'aime les défis. On peut me catégoriser un peu de folle aussi, parce que si j'ai pas de projet, je m'ennuie, puis j'ai besoin tout le temps de projets. Puis je suis aussi maman de 3 enfants, avec mon conjoint, bien sûr. C'est ça, la ferme Roland-Caron, c'est mes grands-parents qui l'avaient démarrée dans les années 50, 60. Et puis, depuis l'an 2000, dans le fond, quand j'ai fini à l'ITA, on avait 40 kilos jour, fait que j'ai toujours voulu acheter du quota, toujours voulu faire des investissements productifs. Aujourd'hui, on a 115 kilos à produire. On a 75 vaches. Là, j'ai un retard à rattraper, évidemment. On continue toujours d'acheter du quota avec ce qu'ils nous ont donné. Je fournis pas à répondre à la demande, mais ça s'en vient. On a 450 acres en culture, plus 300 acres de boisés, qui étaient déjà là. C'est pas une volonté pour moi d'acheter des boisés. On cultive du soya, du maïs, du blé et de la luzerne. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on a de la misère à la faire survivre, mais bon. 3 UTP, on est en CUMA, on est dans 13 ou 14 branches de CUMA, la CUMA de Laurierville, c'est mon village, c'est une grosse CUMA là, donc plusieurs machineries dans la CUMA. Fumier est donné à forfait. On a un excellent forfaitaire à Plessisville. Ensuite de ça, l'ensilage, la fourragère, elle, est en copropriété. Puis on a, c'est ça, comme projet de croissance, puis des projets de diversification. Fait que le nouveau complexe laitier en 2009, comme je l'ai dit, les bâtiments étaient désuets. On a mis un robot au départ. On avait 60 kg jour quand on a construit. Puis le deuxième robot s'est ajouté en juin 2015 vu la croissance de la production. On est sur litière de sable, dans le fond, le jet profonde. On a une louve dans une pouponnière avec les petites génisses. On a un DAF, c'est un distributeur automatique de fourrage. Dans le fond, on a la RTM, puis lui, il va juste distribuer 6 fois par jour. Puis l'alimentation, ce côté-là, il n'y a rien qui a changé sur le coût quand on a construit. Tout était déjà là. Dans le fond, l'alimentation était là, la fosse était là, puis on a construit le reste. Fait que c'est le résultat en photo suite à la construction. On a gardé un vieux combe français qui servait à loger des tares anciennement. On a enlevé le fenil, puis on a modifié un peu, puis on garde des tares gestantes bedpack là-dedans. Au niveau des robots de traite, je dis souvent que c'est une F1. En fait, ça peut être une F1. Fait que la question que je pose, c'est qui peut conduire ça? Fait que j'ai souvent des gars, il y a une réaction, là, ça fait oui.
la testostérone. Moi, je suis capable. Puis là, quand je leur montre le volant, là, déjà là, en partant, ça semble être plus complexe. Puis des robots de traite, ben c'est complexe. Fait qu'au niveau des mécanismes d'adaptation, la première affaire que je veux mettre de l'avant, c'est l'humain. Ce que j'aime dire à la blague, c'est que les vaches se sont adaptées plus rapidement que mon père à la nouvelle étable. Puis c'est vraiment vrai, souvent on a peur que les vaches ne s'adaptent pas rapidement. Mais mon père, c'était peut-être pas dans ses volontés aussi, mais tu sais, même encore aujourd'hui, il y a de la difficulté à comprendre que un robot, ça réfléchit pas. Ça obéit à une donnée qui est donnée par un ordinateur. Donc, il y a ce côté-là. Quand on veut faire un projet, que ce soit une construction ou quoi que ce soit, il faut savoir qui on est. Fait que là, j'aime poser qui ça fait au moins, là, c'est jeune, qui ça fait au moins 20 ans qu'ils sont avec leur femme. Bon. Ça, c'est des gens qui n'aiment pas le changement. C'est ça? Fait qu'il y a des gens, là, que, tu sais, si votre femme change le salon de bar, là, aux 6 mois ou à toutes les années, votre femme aime le changement, tu sais. Faites attention. Mais c'est ça, il faut savoir le type de personne qu'on est. Est-ce que tu as tout le temps le dernier téléphone qui vient de sortir? Est-ce que tu aimes beaucoup la nouveauté ou si tu es bien dans tes vieilles affaires? Il faut savoir où on se situe. Il y a la crainte du changement. Dans le fond, le changement, ça amène des peurs. Il y a beaucoup de croyances. Hein? Les voisins ils ont dit que tel, il a perdu 50% de ses vaches quand il a démarré. On perd le contrôle, on tombe dans l'inconnu, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est d'être capable de ne pas être... dans le fond, avoir peur de ne pas être capable de gérer ça. Donc, c'est la perte de la zone de confort. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Il faut savoir où on se situe puis s'entourer en conséquence. Fait que nous, les stratégies qu'on a prises à la ferme pour faire face au changement, bien, ça commence par soi, évidemment. C'est d'avoir confiance. C'est d'être positif, c'est de redevenir un enfant parce qu'un enfant, ça s'adapte à tout rapidement. Il n'y a pas... c'est comme ça. Puis dans le fond, plus on est jeune, plus on s'adapte, plus on est vieux, moins on a tendance à s'adapter rapidement. C'est connu. Faut laisser de côté nos vieilles méthodes puis éliminer des croyances. Ici, on ne voit peut-être pas super bien, mais dans le fond, il y a les processus au changement. Au début, on est super content, on est dedans. Quand on tombe dedans, des fois, il y a des résistances, il y a le chaos, il y a des idées, des intégrations à faire, puis ensuite, ça va bien. Fait qu'il y a comme une courbe. Puis l'objectif de bien se préparer, c'est de limiter la courbe en bas. Les qualités requises pour les robots de traite, mais je dirais en général, quand on a une ferme laitière, sens de l'observation, aimer les technologies, curiosité et ouverture, être ouvert au changement, à ce que les autres nous disent, être de garde 24 heures sur 24. Ben oui, le robot peut vous téléphoner à 3 heures du matin, ça arrive. Ça n'arrive pas à toutes les couleurs de robots si on lit sur Facebook, mais ça arrive. La vitesse de réaction est importante. Je pense qu'elle est encore plus en stabulation libre, mais elle est toujours importante. Plus vite, si tu vois ta vache qui fait de l'acétonémie, puis tu la traites rapidement, ben le résultat va te revenir rapidement. Puis avoir une excellente gestion, ça aide aussi. Ce que je dis, c'est que le robot, c'est le miroir amplificateur de la gestion du producteur. C'est pas à cause du représentant. C'est pas à cause de... Tu sais, t'es pas une victime, là. C'est ta faute à toi s'il y a de quoi, puis c'est à toi de prendre les démarches pour corriger ce qui n'est pas correct. Fait que ça amplifie... Tu sais, je veux dire, si tu te plantes avec une F1, tu vas te planter, là. Si tu te plantes avec un petit char qui roule pas vite, tu vas moins te planter. C'est dans ce sens-là. Fait que moi, dans la vieille étable, on avait atteint 10 500 kilos de moyenne. Je me souviens pas combien de kilos de matière grasse on livrait par vache,
Mais j'avais atteint le maximum. Dans ma tête, je m'étais dit, mais qu'on fasse 9500 de moyenne dans cette étape-là, ça va être beau dans les conditions qu'on avait. Puis on a atteint 10 500. Au niveau de la gestion, la régie, tout était au top. Puis là, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on fait un move. La pensée magique, c'est que mon investissement va régler tous les problèmes, mais la réalité, c'est que tes problèmes déménagent juste d'étape. C'est très simple. Fait que régler les problèmes avant toute construction, ça serait très, très bon pour une bonne transition. Au niveau des vaches, chez nous, ça a été plus facile qu'on pensait. Oui, il y a un stress. Aller manger, faut qu'elle aille à la mangeoire, se coucher, nouvelle logette, tout est différent. La litière, le sable, au début, on les regardait se lever là-dedans, puis ça avait de l'air difficile, non pas parce que ça glisse ou quoi que ce soit, mais parce que les pieds s'enfoncent, puis c'est comme pas pareil, il faut qu'elle s'adapte. Évidemment, il y a la hiérarchie en stabulation libre. On a des vaches qu'on surnomme le parrain. Nous, c'est comme une mafia dans l'étable. Et puis, le parrain, quand elle est là, ça brasse. Fait que, tu sais, c'est de tout adapter ça. Tout essayer de diminuer, comme Déborah disait, diminuer les stress, changer les vaches juste le lundi, exemple. La circulation robot, c'est un autre stress. Et puis, au niveau de l'alimentation, ben, c'est que tout aille bien aussi. Fait qu'il faut savoir d'où on parle aussi. Si, à parler avec des gens, je me suis rendu compte que lorsque les vaches, les veaux, tout le monde est attaché depuis toujours, puis ça n'a jamais vu un pâturage où ça n'a jamais eu besoin d'aller s'alimenter par lui-même, la marche est peut-être plus haute que si vos vaches y allaient au pâturage, si vos taris allaient au pâturage, si les génisses allaient au pâturage, ou si les tares sont en stabulation libre. Il y a une différence qu'il faut se mettre en tête aussi. Au niveau, lorsqu'il y a le démarrage, le premier mois, c'est beaucoup de surveillance, c'est de valider que tout le monde mange, c'est surveiller sans arrêt, c'est pousser aussi. Les vaches au robot, la première fois, sont comme curieuses. La deuxième fois, ils sont sur le break. Puis après ça, ça va de mieux en mieux. Puis il y en a que la troisième fois, ils vont toutes seules. Puis il y en a d'autres, ça prend 3 semaines. Ça dépend des vaches. Peut-être des lignées génétiques aussi que je me rends compte à long terme. Le défi pour le producteur quand on démarre un robot, ou plusieurs, là, c'est de gérer le flux d'informations. Tu sais, c'est le fun, on a un programme à l'ordi, puis on a beaucoup, beaucoup de données qui rentrent, mais au début, tu n'es pas obligé de tout regarder puis tout savoir. Là. Tu peux juste regarder ce qui est vraiment important. Puis maintenant, les gens qui vendent des robots, ils ont des conseillers puis sont capables de vous aider à ce niveau-là. Fait que dans le fond, c'est d'apprendre à gérer sa F1. Moi, je dis que l'accompagnement est très important. C'est un apprentissage accéléré. Nous ne l'avons pas imposé à mon père. Mon père, il a appris ce qu'il voulait bien apprendre. C'était prévu que c'était moi puis mon conjoint qui apprennent tout ce qui tournait autour du robot. C'est ça, je le disais, apprendre le nécessaire pour commencer. Puis le robot, il ne réfléchit pas. Puis être débrouillard, ça aide aussi, évidemment. Notre stratégie, moi, je me suis concentrée sur l'ordi, les vaches, la gestion, la régie. Mon conjoint, Danny, s'est concentré sur le robot au niveau mécanique, changer des pièces, apprendre comment ça fonctionne, ce côté-là. Puis il s'occupe de l'alimentation. Puis Martin, c'est mon père, il s'est concentré à ses tâches habituelles, mais tout de même nouvelles. Je veux dire, il gérait le piston dans la vieille étable, il gère encore, c'est juste que là, il est automatique, puis il faut qu'il vérifie que tout est parti, puis tout est correct. Mais en tout cas, il y a de l'air à se plaire dans ses tâches. Au niveau de la taille des sabots, on le fait faire à forfait 3 fois par année. Fait que chez nous, c'est ça. On a un troupeau fermé exempt de piétins italiens. Donc, c'est peut-être un peu exceptionnel qu'on fasse faire les sabots 3 fois par année, puis qu'on n'a pas de bain de pied non plus. Mais je ne vous dis pas de faire ça. Il faut vraiment avoir des conditions exceptionnelles. Puis la litière de sable aide aussi dans notre cas. Donc, pendant la construction ou avant, on a fait faire la taille des sabots.
On s'est assuré que l'alimentation, les veillages, puis l'intervalle de veillage, tout était super. On a priorisé les vaches même pendant la construction. On n'a jamais dit on va aller taper du clou, puis l'ensilage, on la fera dans 2 semaines. Jamais. On a commencé à se familiariser avec le logiciel du robot. Le foin de qualité, je l'ai dit. On a commencé aussi, quelques années avant de construire, à faire des choix génétiques différents. C'est qu'au niveau de la position des trayons des vaches, c'est très important. Donc, le plus tôt possible, on peut faire plus attention. Mieux c'est pour les branchements au robot. Puis, on a évalué aussi le troupeau, si on aurait des vaches à réformer. Puis, s'il aurait fallu acheter des vaches, dans certains cas, quand j'ai travaillé chez Velacta, on en a fait. Puis, il y a des cas que le logement était inadéquat, que, mettons, 25% des vaches sont évaluées qui ne seront pas transférables. Bien, à ce moment-là, il faut prévoir l'achat de 25% des vaches. Puis c'est un coût aussi, fait que dans la construction, il faut penser à ça. Fait que quand on a démarré le robot, ce qu'on a fait, dans le fond, on a fait souper les vaches dans la vieille table, on les a nourries. Quand ils avaient pas mal mangé leur ration, on a fait ça en 3 fois. On a séparé 3 batchs de vaches. On a commencé par les premiers veaux. Il y avait un peu de deuxième, après ça, deuxième, troisième, puis on a fini avec les vieilles mémées. Fait que, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un trailer d'animaux, on mettait les vaches dedans, on allait les attacher dans les logettes de sable pour la nuit. Mais là, on s'entend, il était 10-11 heures le soir, puis on se levait à 4 heures du matin. Fait qu'on rentrait dans l'étable, les vaches n'étaient pas folles, ils couraient pas partout, puis on avait beaucoup de licous, là. En tout cas, en stabulation libre, ça en prend. En tout cas, nous autres, on utilise. Fait que là, toutes les vaches étaient couchées dans les logettes, on détachait les vaches, on les avait nourries. Fait que là, ils pensaient pas à courir partout puis à se battre, ils pensaient à les manger. Donc, après ça, on les prenait une par une, puis on les poussait dans le robot. Fait qu'on a fait ça 3 fois. On n'a plus eu besoin d'attacher de vaches vraiment dans les logettes. Ils savaient où aller se coucher. Fait que c'est ça. Je le disais tantôt, on pousse les vaches au robot. C'est une tâche... dans le fond, c'était... Dans l'idéal, tu fais 3 chiffres par jour de 8 heures, puis c'est pas toujours les mêmes personnes. Dans notre cas, c'était toujours les mêmes personnes, donc c'était épuisant. Fait qu'après 3 semaines, on était vert. Ben, tu sais, on était fatigués des constructions aussi. Fait qu'après 3 semaines, c'est un lundi matin, en tout cas, là, j'étais écœurée. Là, j'ai dit, aujourd'hui, on arrête de pousser les vaches. Puis ça l'a pris... Mais tu sais, il y en a qui circulaient tout seuls, puis là, tu essayais de pousser ta vache, l'autre, elle venait de dépasser, c'était rendu chiant. Fait que là, on s'est dit, on arrête de pousser les vaches. Puis ça a pris 1 semaine. On est venu les pousser à des heures différentes. Et puis la roue avait tourné de bord. On était enfin libre, on pourrait dire. Là, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment-là, mais on était bien. Puis on sentait que là, on avait fait le bon choix. C'est des vérifications. C'est vérifier que les vaches ont tout le temps bien mangé, qu'ils ont tout le temps la panse pleine, ne jamais manquer de ration en stabulation libre, ça devrait être... c'est sacré, ça. Débuter avec un ingrédient connu pour son appétence au robot. Moi, j'irais avec une moulée robot standard que tout le monde sait qu'elle marche, pas compliquée avec des patentes. Puis après ça, quand ça ira bien, si vous voulez compliquer, ça sera le temps. Vous aurez toute la vie pour compliquer les choses. Puis c'est ça, être déjà en contrôle côté alimentation. C'est ça, la priorité, toujours les vaches. 1 mois après le démarrage, s'occuper de soi, très important, parce que quand, c'est ça, à la fin, tu sais, mon chum, il a couché, moi j'étais à la maison, il fallait que je m'occupe des enfants, là, mais mon chum, il a déjà couché là, sur un ballot de laine minérale là, à l'étable là, pendant la construction, fait que ça en dit un peu long, mais je l'ai envoyé dans le sud avec ses amis, fait que ça, j'ai essayé de me racheter. Fait que ça, c'est la fameuse courbe. Dans le fond, on a un projet, on a une lune de miel. Hey, là, c'est le fun, on va se construire une étable, ça va bien aller, ça va marcher, on est positif.
Quand on démarre, il y a une prise de conscience. Après ça, il y a une désorientation, il y a un inconfort, là, la période de démarrage. Puis ensuite de ça, comme mettons dans notre cas, on s'est dit, bon, on arrête de pousser les vaches. Là, à partir de ce moment-là, ça s'est mis à bien aller. Fait que si on est bien accompagné, la courbe ici, là, n'est pas obligatoire. Elle peut être beaucoup plus petite. Fait que plus on se prépare, mieux on va passer cette étape-là. Puis aujourd'hui, si je me compare en 2009, quand on a construit, l'accompagnement est 100 fois plus présent qu'il y a 5 ans. Puis comme le monsieur tantôt qui a démarré son premier robot en 2001, là, j'imagine pas l'accompagnement qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, là, mais c'était ça. Mais on apprend beaucoup sur les robots. Fait que dans le fond, la conférence dit « Préparez-vous, quelle serait votre stratégie si vous faites un changement majeur à la ferme? » Je dis planifier, y aller dans un ordre logique. N'écoutez pas tout le monde, mais écoutez les bonnes personnes. Ça, il y a plein de monde qui arrête à la ferme tout le temps. En tout cas, chez nous, peut-être parce que je suis sur la route 116 puis c'est passant, là, je sais pas. Mais il y a tout le temps plein de monde, puis tout le monde veut te dire quoi faire, là, les voisins, tout le monde. Fait que c'est ça. Écoutez les gens en qui on a confiance, puis qu'on a l'impression qu'ils savent les bonnes choses pour nous. Fait que, un petit peu en lien avec la présentation de Daniel Mercier-Gouin, j'aime bien ce tableau, c'est qui veut du changement, tout le monde est comme « ouais, on veut du changement », puis qui est prêt à changer? Personne, on entend les mouches voler. C'est à peu près ce qui se passe à la Fédération des producteurs de lait. Fait que j'adore Daniel Mercier-Gouin, c'est peut-être pour ça que... Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est une réflexion à faire. Fait que je vous remercie beaucoup. Je sais pas si j'ai rattrapé le retard. Fait que je suis présente sur les médias sociaux. Vous pouvez me suivre. Vous avez des vaches à traire. Fait que vous êtes pressés d'aller à l'étable. Moi, il faut que j'aille à une pratique de hockey pour mon garçon. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire aussi sur les médias sociaux. J'essaie d'être honnête. Je suis une humaine comme tout le monde. Je suis pas meilleure que personne. Mais j'essaie de présenter ça pour que ce soit agréable. Fait que